Jamais sans doute nous avions disposé de moyens aussi efficaces et universels pour changer le monde et nous-mêmes. L'air, la terre, l'eau, le feu, notre environnement, inerte et vivant, nos corps individuels, nos relations et nos collectivités. Chacune de ces choses et toutes prises ensemble dépendent désormais de nous, communément parlant. Quel est donc ce « nous » communément parlant que décrit Michel Serres, cette communauté humaine et sa nouvelle façon de peupler la terre, de faire peuple? Pour aborder cet agir du faire peuple d'emblée sous l'angle de la nouveauté, il nous faut considérer les moyens dont nous disposons aujourd'hui, nos nouveaux pouvoirs. Dans Hominescence, paru en 2001, Michel Serres considère nos nouveaux pouvoirs en humanistes technophiles, nommant les générations digitales qui ont incorporé ces pouvoirs dans l'action frénétique de leurs pouces sur les téléphones portables qu'il appelle portatifs, les petites poussettes. Pour penser les nouveaux pouvoirs dont les évolutions technologiques dotent les petites poussettes, Michel Serres met en exergue le lien entre la vie, le vital, la société, le collectif, et l'amour, le culturel, comme le lien entre les trois sens du nous, lequel nous inscrit dans un nouveau corps qu'il appelle le biosomme. Choisissant ici de nous centrer sur la dimension du biosomme propre au vivant humain, nous allons, dans un premier temps, nous demander comment la pensée de ce nouveau corps s'articule avec la question de l'homme au sein de l'histoire des idées. Dans un deuxième temps, nous efforcerons d'indiquer la direction d'une philosophie du nous du biosomme aujourd'hui à construire. Enfin, nous identifierons certains obstacles et pistes d'ajustement de cette construction. Alors, comment la question du biosomme s'articule-t-elle avec la question de l'homme ? Attention, l'homme non genré, la quaestio des hominés des anciens et la question sur l'humain. Depuis des millénaires, dans l'histoire des idées, l'homme s'interroge sur ce qui le définit en propre, sa nature, ce qui le spécifie. Pour les anciens, si, avec Aristote, le rire est le propre de l'homme, celui-ci est aussi marqué par l'hubris, le goût de la démesure, et ce, malgré la mise en garde à Delphes, gnoti seoton, connais-toi toi-même, comme mortel et non divin. Par suite, l'homme paradoxe de Descartes est aussi celui qui fait coïncider les opposés, grandeur et misère pour Pascal. Selon Foucault, la question de l'homme se dessine à partir du XVIIIe siècle avec la naissance des sciences du même nom, les sciences de l'homme, qui viennent faire de cet homme, dit-il, une étrange figure du savoir. Mais les découvertes du XIXe siècle établissent bientôt la préséance des sciences de la nature. Quel statut l'écrivain pouvait-il encore revendiquer lorsque la légitimité du savoir se concentra entre les mains du savant ? Interroge Jean Starobinski. Le XXe siècle positiviste éprouve par suite le désenchantement du monde, la mort de Dieu et l'évanescence du surhomme, repoussoir du dernier homme annoncé par Nietzsche. Foucault constate alors la mort de l'homme humaniste, épuisé par la dialectique du savoir et du non-savoir. Ce que précise Husserl dans la crise des sciences européennes, montrant que le projet de savoir totalisant du monde objectif promu par les développements scientifiques porte en lui la menace de disjonction entre les dites sciences et le Lebenswelt, le monde de la vie. Cette disjonction restreignant le plein exercice de la subjectivité, de la pensée de l'homme sur l'homme, du nous, est porteuse de barbarie. Durant cette longue période, l'histoire des idées avait donc répondu à la quaestio des hominés, à la question de l'homme, en reconduisant une dialectique du quid, qu'est-ce que l'homme, et du quis, qui est l'homme. Être et avoir, essence et existence, ontologie et phénoménologie, nature et culture, science et conscience. Cette dialectique est aujourd'hui caduque. Le dualisme qui soutient notre pensée depuis l'aurore grecque se dissout, dit Michel Serres. Avec Hiroshima, où l'homme meurt du fait des derniers progrès des sciences et des techniques, paraît une rupture temporelle sans équivalent, qui laisse la philosophie sans voix, peut-être jusqu'à l'humanisme mosaïque appelé par le biosomme du XXIe siècle. Alors qu'est devenu l'homme ? Depuis la fin du XXe siècle, la convergence de cybernétique et du paradigme informationnel, le dépassement des sciences en technosciences et plus précisément en néotechnologie numérique auto-apprenante, concerne tous les domaines de la vie commune, du nous, et ce jusqu'au vivant
lui-même via les biotechnologies. L'homme, inscrit dans une dépendance fonctionnelle puis déjà existentielle à la technologie, est devenu individuellement un être hybride, nature artefact, et collectivement, dans les termes de Deleuze, une matière individuelle, un flux de données massives et hétérogènes numérisables, les data, pour des traitements algorithmiques contrôlant le monde. Pour cela, nous considérons assister de fait à la fusion de la question quid et de la question quis. Or, ce changement de nature est concomitant d'un passage du local au global que nous avons effectué sans aucune maîtrise conceptuelle ni pratique de ce dernier. Pas plus que relativement de nos nouveaux pouvoirs, eux-mêmes pris dans des boucles nouvelles et inattendues qui font que nous finissons nous-mêmes par dépendre des choses qui dépendent globalement de nous. Ainsi, les immenses masses de données à la fois proviennent et forment en retour le biosome, ce corps virtuel, actif dans le savoir sans que nous en prenions vraiment conscience, concerne la totalité de l'existant et du connaissable et non plus seulement une région. Il vient clore l'ère de la séparation entre l'abstraction et le concret, donc oblige à repenser la philosophie du langage aussi bien que de l'existence. Là, on vient de faire 3500 ans de philosophie en 5 minutes. Deuxième point, quelques jalons philosophiques pour penser le nous au XXIe siècle. Avec le biosome, nous nous sommes éloignés de l'ancien empirisme qui procédait depuis Aristote des sens des corps individuels. La technologie, qui a externalisé nombre de nos fonctions à la machine, nous dote de pouvoir d'un nouveau corps, en voie d'embrasser la totalité de la vie, thésaurisée en masse de données, images, mémoires, combinaisons d'un savoir infini. C'est ainsi que nous élargissons nos réceptions à toute la biocapacité empirique possible. Là où les autres vivants du biosome continuent de découper et occuper leur environnement et de le peupler selon l'adaptation que leur permettent leurs instincts, nous intégrons sans en avoir la grammaire de nouvelles coordonnées communes, à commencer par un nouveau rapport à l'espace, via l'ubiquité, au temps, via l'instantanéité et la simultanéité. De là, nous modifions naissance, vie, mort et fusionnons nature, culture par sélection, hybridation, réparation, voire augmentation et profondément technologisation des interactions. Nombre de jeunes Asiatiques pressurés d'efficience professionnelle connectée s'estiment en couple avec des robots. Ces corps individuels, ces nouveaux corps individuels sont intimement liés au nouveau corps global. Le corps nouveau recompose l'esthétique, la morale, la politique, la violence, la cognition, plus encore l'être au monde. Une telle position de survivant de l'homme du XXIe siècle en appelle à un humanisme mosaïque de la diversité, en lien avec ce nouvel empirisme. Aujourd'hui, dans nos niches spécifiques, au sein du biosome, nous sommes tous, petites poussettes y compris, à la fois actifs, puisque, comme jamais aujourd'hui, on construit l'homme, un homme totipotent, et extraordinairement passif, puisque nous sommes devenus une marchandise comme une autre, nourrissant le volet biotechnologique d'une économie numérique néolibérale, vis-à-vis de laquelle nous sommes impuissants. Le nouvel homme est donc doté d'une omnipotente impuissance. Penser ce nous d'une omnipotente impuissance au sein du biosome impose de comprendre que la question humaniste court dans un seul mouvement de la biologie à la politique. Et ce, au moment où, comme le rappelle Dominique Bourg, nous avons perdu notre souveraineté politique et même anthropologique au profit d'une souveraineté économique et particulièrement bioéconomique. La philosophie du XXIe siècle sera donc celle du réajustement des contenus de ce qui est nommé par le marché défi de l'époque numérique, performatif, économique, à des défis pour l'homme totipotent acceptant sa finitude, avec sagesse et bonté. Rien de moins. Relever ces défis et subordonner les actions néotechnologiques aux besoins de l'homme évitera peut-être la barbarie dont parlait Husserl. En optimiste résolu, Michel Serres déploie le concept d'hominescence comme ce processus d'auto-hominisation dans un biocogito et un cosmocogito où l'histoire, la biologie et les sciences exactes marchent ensemble pour agir, choisir, transformer naissance, corps, cerveau et mort et in fine la nature de l'homme, sans perdre de vue la souveraineté de l'humanité authentique
du monde de la vie. Les obstacles, quelques obstacles et quelques pistes de la pensée du nous vers un humanisme mosaïque. Effrayé par son omnipotente impuissance, l'être humain s'accroche de manière réactionnaire à des précarés à l'ancienne, vous avez remarqué, qui freinent la pensée du nous dans le biosomme. Dans la sphère privée, le binôme mérite-culpabilité, présent autant chez les continuateurs des communautarismes à la Baden-Powell que chez les promoteurs du port de signes religieux ostensibles ou autres masculinistes, en est un levier traditionnel. Sartre le formulait ainsi dans Huis clos. Vous vous rappelez, le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie. Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. Les mêmes ressorts opèrent encore dans les sphères professionnelles tributaires d'organisations patriarcales, comme le décrit Christophe Dejour tout au long de son œuvre. Le hiatus entre la persistance de tels fonctionnements des XIXe et XXe siècles et la virtualisation accélérée du XXIe grandit. Ce hiatus génère perte de sens et crise. Ainsi note-t-on à l'échelle sociale la brutalisation de la vie publique. Par exemple, en France, la multiplication d'agressions contre les élus locaux, les pompiers, les soignants. À l'échelle politique, des violences antidémocratiques, terroristes et ou impérialistes. Daesh, comme les talibans, détruisent les lieux de culture et asservissent les femmes. Boris Johnson pense restaurer le Royaume-Uni de son enfance en l'isolant de l'Europe. Vladimir Poutine combat char par char pour la restauration de l'URSS de sa jeunesse. Pendant ce temps, Xi Jinping, qui a instauré un contrôle social numérique des plus répressifs, trace une nouvelle route de la soie. Préoccupés de conservatisme, nous n'avons pas suffisamment pris en compte le passage des sociétés disciplinaires décrites par Foucault aux sociétés de contrôle annoncées par Deleuze. Dès lors, cultiver les illusions et principes des précarés d'un autre âge revient à favoriser l'asservissement du plus grand nombre face au nouveau pouvoir. Cette perspective est comparée par les post-humanistes au statut des singes des époques passées, qualifiant ainsi ceux qui, contrairement aux plus qu'humains, n'auraient pas su prendre le train du progrès néotechnologique. Alors comment limiter les clivages entre le monde des data, les populations numérisées, les autres? Comment soutenir le nouveau nous du biosomme? Pour Richard Kearney, une incorporation bénéfique de la technologie par le nouvel homme signe le passage de l'anthropocène au symbiocène, lequel doit, paradoxalement, restaurer le primat du toucher. Dès lors, à côté du nouvel empirisme du biosomme, qui nous ouvre à l'humanisme mosaïque et nous rend omnipotents, pour ne pas être passifs, impuissants et encore moins barbares, il s'agit en effet de nous réconcilier avec notre empirisme naturel des 5 voire 7 sens à partir desquels nous agissons et nous pensons. Si envisager l'autre, voir son visage, est au fondement de l'éthique pour Lévinas, comme le discours du président ukrainien Zelensky le 25 février 2022 à l'envahisseur russe en russe l'énonce, en nous attaquant, vous allez nous voir de face, pas de dos, de face. C'est parce que ce visage incarné est à portée de main. Cette métrique de l'intercorporéité, dont la phénoménologie post-husserlienne a montré qu'elle était condition a priori de l'intersubjectivité, donc de la subjectivité dans le monde de la vie, est celle du « tu ne tueras point », de la main tendue qui tient la barbarie à distance. Vivre à la fois dans ce que Serre nomme niche universelle et habitat singulier suppose la coexistence d'un double empirisme global et local, néotechnologique et naturel, celui-ci centré sur le toucher, condition d'une incarnation des sagesses collectives, d'un faire-peuple ancré dans le réel. En conclusion, aujourd'hui, les militaires qui ont tué par drone interposé souffrent encore d'états de stress post-traumatique comme leurs ancêtres qui revivaient après la guerre les scènes de corps à corps fatales. L'effacement des clignotants sur l'écran de contrôle après le tir du drone fait encore en eux, mais pour combien de temps, écho à l'expérience charnelle de l'intercorporéité. Sans le toucher, les nouvelles coordonnées de l'espace et du temps,
ubiquité, instantanéité, simultanéité, nous font basculer dans l'hubris technologisé qui court du quotidien domestique au monde du travail jusqu'aux politiques polarisées par une bioéconomie. Pour les petites poussettes nées avec l'ordinateur portatif au creux de la main, maintenant tenant en main le monde, disait Michel Serres, garder le meilleur de la technologie et, si possible, éviter le pire, rester actif face à la virtualisation, passe par un étonnement philosophique du quotidien.